Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui tourne littéralement en boucle aux infos, la délinquance. On vit dans une société un peu obsédée par les chiffres, pas vrai? On entend tout le temps parler de taux de criminalité qui grimpent, de statistiques alarmantes. Mais voilà le truc, et c'est ce qu'on va creuser ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer réellement la criminalité? Est-ce qu'il est seulement possible de capturer la réalité de ce phénomène, loin des gros titres souvent sensationnalistes? Allez, on regarde ça de plus près. Au programme de notre analyse, on commence par définir la délinquance et la déviance, puis on va plonger dans ce qu'on appelle le fameux chiffre noir. Ensuite, on regardera en détail les limites du comptage administratif et des enquêtes, avant de finir sur une petite réflexion sur l'impossibilité d'une mesure parfaite. Première partie. Délinquance et déviance. Il faut d'abord poser les bases de ce qui constitue réellement une infraction pour l'État. Avant de commencer à compter quoi que ce soit, il faut être très précis sur les termes. La délinquance, en fait, c'est une forme bien spécifique de déviance. Concrètement, c'est la transgression stricte des normes juridiques. Ça veut dire que pour qu'un acte soit qualifié de délinquance, il ne suffit pas que ce soit moralement choquant ou mal vu par la société. Non, il faut absolument que ça enfreigne une loi écrite. C'est vraiment cette ligne rouge qui sépare un simple comportement atypique d'une véritable infraction condamnable. Du coup, comment l'État s'y prend pour enregistrer tout ça? En France, la délinquance dite enregistrée, c'est tout simplement ce qui arrive aux oreilles de la police et de la gendarmerie. Ça passe par un énorme système statistique qu'on appelle l'État 4001. Cet outil compile les crimes et les délits tout en mettant de côté les délits routiers, ce qui est déjà une particularité intéressante. Mais attention, pour qu'une infraction entre dans cette grande base de données, il faut qu'elle soit connue, que ce soit via la plainte d'une victime, un témoignage, un flagrant délit ou une action directe des forces de l'ordre. Si l'acte passe sous les radars de ces canaux-là, statistiquement parlant, il n'existe tout simplement pas. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le chiffre noir. C'est vraiment l'immense masse cachée de l'iceberg. Ce fameux chiffre noir, c'est un concept sociologique fondamental. En gros, ça désigne le volume colossal d'infractions dont les autorités n'auront jamais, mais alors jamais, connaissance. C'est le fossé complètement silencieux entre la délinquance qui se produit réellement, dans la vraie vie, et celle qui finit bien sagement dans les tableaux Excel officiels. C'est un peu comme essayer d'évaluer la taille d'une immense forêt en ne comptant que les arbres qu'on aperçoit depuis l'autoroute. Alors forcément, une question super intrigante surgit. Pourquoi est-ce qu'une si grande partie de ces actes passe complètement à la trappe des registres de la justice? C'est une question qui remet sacrément en perspective notre confiance aveugle envers les chiffres. On en arrive à notre troisième partie et à la toute première limite de ce système de mesure, le comptage lui-même et ses failles. Il faut bien comprendre que la décision de porter plainte pour une victime, ça dépend d'une multitude de facteurs très humains. Déjà, il y a la peur évidente des représailles, ce qui est extrêmement courant dans les affaires de violence domestique ou de criminalité organisée. Ensuite, il y a cette idée, parfois tenace, que l'institution ne prendra pas l'affaire au sérieux. Il y a aussi la simple méconnaissance des démarches à suivre. Et puis, n'oublions pas la charge psychologique, la honte, le découragement face au manque de temps, ou encore l'absence des ressources nécessaires pour oser affronter la grosse machine judiciaire. En clair, si une victime ne trouve pas la force de se manifester, l'infraction reste totalement invisible. Mais attention, ce serait faux de faire reposer ce silence uniquement sur les épaules des victimes. Il y a un autre mécanisme clé. Les statistiques officielles sont ultra dépendantes de l'activité policière en elle-même et des priorités politiques du moment. Imaginons qu'on lance une grande opération pour traquer les consommateurs de stupéfiants. Mécaniquement, le nombre d'infractions enregistrées pour ce motif va littéralement exploser. On pourrait croire une vague de délinquance, alors qu'en fait, c'est simplement la détection qui a augmenté. Pendant ce temps-là, les ressources n'étant pas infinies, la police pourrait avoir moins de temps pour s'occuper d'autres choses, comme les cambriolages. Les chiffres officiels, c'est donc un peu comme le faisceau d'une lampe torche, ça ne montre que ce qu'on a décidé d'éclairer. Quatrième point, un facteur qui complique encore la donne, l'évolution des normes juridiques. Une vraie cible mouvante. Essayer de comparer la criminalité entre deux époques différentes, c'est un exercice hyper périlleux. Pourquoi? Tout simplement parce que la loi change tout le temps. D'un côté, on a des actes qui étaient autrefois lourdement punis en France, comme l'avortement, la prostitution ou certaines pratiques homosexuelles, et qui ont depuis été dépénalisés. De l'autre côté, des comportements qui étaient autrefois plus ou moins tolérés, comme faire un excès de vitesse à plus de 50 km/h au-dessus de la limite, c'est aujourd'hui un délit passible de prison en cas de récidive. Le périmètre de ce qui est considéré comme criminel se redéfinit en permanence au fil des décennies. Du coup, analyser ces statistiques sur le long terme relève parfois du casse-tête. Cinquième partie. Face aux failles du comptage de la police, on va aborder la deuxième limite, les enquêtes de victimation. Vu qu'on ne peut pas se fier à 100% au registre administratif, une idée assez ingénieuse a vu le jour, utiliser des sondages. Les chercheurs vont interroger directement un échantillon représentatif de la population. Ils demandent simplement aux participants s'ils ont été victimes d'une atteinte à leur personne, comme une insulte ou une agression, ou d'un vol sur une période donnée.
Et ça, c'est crucial, que les personnes aient porté plainte ou non. C'est une sorte de formidable sonar sociologique conçu exprès pour aller cartographier ce fameux chiffre noir caché sous la surface. Sauf que ces enquêtes, elles ont aussi des angles morts implacables. C'est vrai, elles sont géniales pour repérer les petites agressions ou les dégradations du quotidien qui ne sont presque jamais signalées. Mais d'un autre côté, par une logique assez sombre, elles ne peuvent absolument pas comptabiliser les homicides puisqu'il n'y a malheureusement plus de victimes pour répondre au questionnaire. Ensuite, ces enquêtes sont totalement aveugles face à la délinquance sans victime directe. Prenez la fraude fiscale massive, les affaires de stupéfiants ou l'immigration clandestine. Comme personne ne se sent personnellement lésé au point de s'en plaindre, personne ne déclara ses actes lors d'un sondage. Donc là aussi, toute une partie de la réalité passe à la trappe. Malgré ces angles morts, ces sondages restent une mine d'or analytique car ils nous fournissent de tout nouveaux indicateurs super précieux. On a le taux de prévalence, c'est-à-dire le pourcentage de la population qui a été touchée. On a le taux d'incidence, qui compte le nombre de faits par personne. Et on a surtout le taux de renvoi et le taux de plainte, qui nous indique combien de victimes ont réellement franchi le pas pour alerter la police. C'est en confrontant ces données-là avec les statistiques policières classiques qu'on commence vraiment à y voir clair, à comprendre les écarts et à repérer ce qui est surestimé ou sous-estimé par l'État. Et nous voici à notre 6e et dernière partie. On va prendre un peu de hauteur avec une conclusion plus philosophique sur cette mesure impossible. Pour terminer, on s'appuie sur cette citation extraite de nos sources parce qu'elle résume absolument tout. On n'a donc pas, ne peut pas avoir, de mesures rigoureuses et strictes de la délinquance, mais seulement des comptages de comportements désignés comme criminels par divers acteurs à des moments précis du processus. C'est une réflexion tellement puissante. Ça nous rappelle que la délinquance, ce n'est pas un objet physique pesable sur une balance. Ce que nous avons sont uniquement des constructions administratives. Ce sont des actes qui, à un moment donné, par des législateurs ou des policiers, ont été étiquetés comme délictueux. Derrière chaque chiffre affirmé avec aplomb dans le débat public, il y a une réalité humaine complexe et en partie insaisissable. Alors la prochaine fois qu'on nous présente de nouvelles statistiques sur la criminalité, la question ne devrait pas seulement être que disent les chiffres, mais surtout que cachent-ils ? Voilà de quoi réfléchir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau décryptage.